anniversaire dans une maison que j'avais récurée à genoux depuis l'aube. Je me suis enfuie par la porte d'entrée avec rien d'autre qu'un sac à dos et une ecchymose sur la joue. Je ne le savais pas encore, mais cette gifle était la dernière chose que Gérard Lefebvre me ferait jamais, car à minuit, je serais assise dans un SUV noir face à un étranger qui dirait 5 mots qui allaient défaire 18 ans de mensonges. Mon nom est Clara. Bien que pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été forcée de répondre au nom de Camille. J'ai 21 ans. Laissez-moi vous ramener à ce samedi matin, le jour où Gérard Lefebvre a eu 55 ans et le dernier jour que j'ai passé sous son toit. J'ai réglé mon réveil à 5 heures ce matin-là, comme tous les samedis. Sauf que ce samedi était accompagné d'une liste manuscrite de 2 pages que Dominique avait laissée sur le comptoir de la cuisine la veille au soir. Balayer la terrasse. Disposer les chaises pliantes, 32 au total, une pour chaque invité sur la liste de Gérard. Repasser la nappe. Couper les citrons. Laver à la main les plats de service de chez Maison du Monde parce que le lave-vaisselle laisse des traces. Leur maison était située dans une impasse tranquille de Saint-Cloud, une demeure de 4 chambres avec une pelouse impeccable que Gérard payait quelqu'un pour tondre, mais disait aux voisins que c'était moi qui m'en occupais. À l'intérieur, la table de la salle à manger était en chêne massif, 12 places, polie chaque semaine par mes soins. Sur le comptoir, 2 caisses de Saint-Émilion et un gâteau à 3 étages d'une pâtisserie qui facturait plus pour le glaçage que ce que je gagnais en une semaine. Ma chambre était au sous-sol, pas le sous-sol aménagé, mais le placard de rangement à côté du chauffe-eau. Pas de fenêtre. Un matelas, une place que Gérard avait récupérée sur un trottoir quand j'avais 9 ans. Une couverture en laine qui sentait le carton humide peu importe combien de fois je la lavais. La chambre de Marine était à l'étage. Lit queen size, écran plat, une coiffeuse entourée d'ampoules de style Hollywood. Elle avait 23 ans et vivait toujours à la maison. Elle avait toujours sa carte de crédit reliée au compte de Gérard. Elle n'avait toujours pas appris à faire bouillir un œuf parce que c'était ma raison d'être. J'avais passé 3 mois à économiser pour le cadeau de Gérard, un portefeuille en cuir, du vrai cuir, provenant d'un grand magasin du centre-ville. 80 €, ce qui ne semble pas beaucoup à moins que vous ne gagniez 11 € de l'heure à récurer des plaques de cuisson dans une brasserie appelée le Relais de la Gare. Je l'ai emballé dans du papier craft parce que je n'avais pas les moyens d'acheter un sac cadeau. Je ne savais pas, debout dans cette cuisine à 5 heures du matin avec de la farine sur les mains, que ce portefeuille serait la dernière chose que je donnerais jamais à cet homme. Gérard est descendu à 10 heures. Chemise Lacoste, bleu pâle, pantalon chino avec un pli tranchant comme une lame, un parfum si fort qu'il m'atteignait avant lui. Il parcourait la terrasse comme un général inspectant ses troupes, a déplacé un groupe de ballons de 15 cm vers la gauche, a fixé les tranches de citron que j'avais disposées dans la carafe d'eau et a dit sans me regarder, elles sont inégales. Recommence. Dominique est apparue à midi, brushing parfait, boucle d'oreilles en perles, une robe en lin qu'elle avait commandée en ligne et m'avait fait repasser à la vapeur. Elle a inspecté la cuisine, a passé un doigt sur le comptoir et a chuchoté quelque chose à Gérard que je n'étais pas censée entendre, mais que j'ai entendu. Elle t'a seulement acheté un truc bon marché. Prépare-toi. Marine est arrivée la dernière parce que bien sûr elle le faisait. Nouvelle robe, nouvelle mèche, nouveau talon claquant sur le sol que j'avais ciré à 6 heures du matin. Elle a tendu à Gérard une montre connectée dernier cri en acier inoxydable, celle qui coûte 700 €. Elle l'a facturée sur la carte de crédit supplémentaire que Gérard lui avait donnée pour les urgences. Gérard l'a ouverte, a rayonné et a embrassé son front. « C'est ma fille », a-t-il dit aux premiers invités franchissant la porte. Il tenait Marine par l'épaule. Elle sait toujours ce que son vieux père aime. Il ne m'a pas regardé. Il ne le faisait jamais quand d'autres personnes regardaient. J'étais la fille qui portait les plateaux, remplissait les verres, essuyait les ronds de condensation sur la table basse avant qu'ils ne s'incrustent. Quand l'une des invitées, une femme du bureau de Gérard, a demandé à Dominique « Est-ce que Camille ne devrait pas s'asseoir et manger avec nous ?» Dominique a souri de la façon dont elle souriait toujours, chaleureuse comme une porte fermée, et a dit « Oh, elle aime aider. » C'est sa façon de montrer sa gratitude. Vous savez comment c'est avec les enfants adoptés. J'ai continué à porter les plateaux. C'est arrivé pendant l'ouverture des cadeaux.
Gérard était assis en bout de table comme sur un trône. 30 invités disposés autour de lui. Des voisins, des amis de la paroisse, quelques collègues de l'agence d'assurance qu'il dirigeait. Les flûtes à champagne accrochaient les guirlandes lumineuses de la terrasse. Marine était perchée sur l'accoudoir de sa chaise en train de filmer avec son téléphone. Dominique se tenait derrière lui, une main sur son épaule, rayonnant l'image d'une femme qui avait tout compris. Je m'avançais avec le paquet en papier craft. J'avais écrit sur le devant avec ma plus belle écriture, « Joyeux anniversaire, Camille ». Gérard l'a pris, l'a pesé dans sa main. Je me souviens avoir pensé qu'il pourrait réellement sourire. Il souriait parfois quand personne ne pouvait l'accuser de s'attendrir, mais ensuite il a déchiré le papier, a sorti le portefeuille, l'a ouvert, l'a refermé et l'a brandi comme une preuve lors d'un procès. « Qu'est-ce que c'est que cette camelote sans valeur que tu m'as donnée ?» Sa voix a coupé les bavardages. La conversation s'est arrêtée. Les fourchettes se sont figées en l'air. Quelqu'un a posé un verre trop prudemment. J'ai commencé à expliquer. J'ai économisé pendant 3 mois. 3 mois et c'est tout ce que tu as trouvé ? Il s'est levé. La chaise a raclé les dalles de pierre. Même le chien a de meilleures friandises. Et puis il m'a frappé. Paume ouverte, directement sur le côté gauche de mon visage. Le son était sec et net. Le genre qui n'a pas besoin d'écho. Ma tête a basculé sur le côté. Une flûte à champagne est tombée de la table et s'est brisée sur le sol de la terrasse. Et pendant 1 seconde, ce fut le seul son au monde. Personne n'a bougé. Dominique a baissé les yeux vers son assiette. Un homme du bureau de Gérard a étudié sa serviette. Marine s'est mordu la lèvre et a continué à filmer. Une personne s'est levée. Madame Leroy, la voisine d'à côté, 70 ans et 1,50 m. Gérard, c'était injustifié. Mêle-toi de tes affaires, Leroy. Madame Leroy s'est rassise, mais elle n'a pas détourné le regard de moi, et je n'oublierai jamais cela. Je me tenais là avec le goût du cuivre sur la langue et un portefeuille par terre entre nous, et j'ai pensé, cette gifle sera la meilleure preuve dont les avocats auront besoin. Je ne comprenais pas encore cette pensée. Je ne la comprendrais pas avant des heures, mais quelque chose en moi avait déjà commencé à compter. Je ne suis pas retournée à la fête. Je suis allée au placard de rangement, j'ai décroché le sac à dos du clou au mur, un vieux sac bleu marine dont la fermeture éclair s'effilochait, la seule chose qui m'avait suivie depuis le lycée, et j'ai emballé ce que je pouvais. 2 chemises, une paire de jeans sans trous, une brosse à dents, un chargeur de téléphone, l'enveloppe que j'avais trouvée au fond d'une boîte que Gérard avait jetée au printemps dernier, celle avec un logo de l'État que je ne comprenais pas encore. Et de l'intérieur d'une boîte à chaussures sous mon matelas, 340 € en liquide, principalement des billets de 5 et 10, de l'argent des pourboires du relais que j'avais caché parce que Gérard vérifiait mon compte bancaire, 340 €, un sac à dos. Une ecchymose devenant déjà violette sur ma pommette. C'était tout ce que je possédais au monde. J'ai traversé le salon en sortant. La fête avait repris. Gérard riait de quelque chose que quelqu'un avait dit. Champagne à la main, le portefeuille nulle part en vue. Marine montrait quelque chose aux invités sur son téléphone, probablement la vidéo. Dominique se tenait à la fenêtre et me regardait traverser la cour avant. Elle a tendu la main vers le rideau et l'a tiré pour fermer. Personne n'a appelé mon nom. Dehors, l'air d'octobre a frappé mon visage, et la brûlure sur ma joue s'est ravivée comme une seconde gifle. Saint-Cloud à 21 h est sombre. Pas une obscurité de ville où il y a toujours une épicerie éclairée au coin de la rue, mais une obscurité de banlieue chic, où les lampadaires sont espacés et le silence entre les maisons semble délibéré. J'ai marché le long du boulevard, sans destination, juste pour m'éloigner. Derrière moi, la musique de la fête devenait de plus en plus faible jusqu'à ce qu'il ne reste que des notes de basse, puis plus rien du tout. J'avais fait peut-être 3 kilomètres quand des phares ont ralenti derrière moi. Un Cadillac Escalade noir, vitres teintées impeccables, plaque d'immatriculation locale. Il s'est arrêté à 3 mètres devant moi. La portière arrière s'est ouverte et j'aurais dû courir. Chaque instinct me disait de courir. Mais j'étais déjà tellement fatiguée de fuir les choses. J'ai pensé que peut-être, juste pour cette fois,
je verrai ce qui courait vers moi. Un homme est sorti le premier. La cinquantaine, grand, svelte, portant un caban gris anthracite. Pas ostentatoire, juste le genre de manteau qui tombe parfaitement comme si quelqu'un l'avait mesuré pour vous. Ses cheveux étaient châtains foncés parsemés d'argent. Et ses yeux, vert noisette, larges, captant la lumière de la rue, étaient exactement les mêmes yeux que je voyais dans le miroir de ma salle de bain chaque matin. Derrière lui, une femme, plus petite, rousse, aux traits vifs, portant un porte-documents en cuir comme si elle venait de quitter un tribunal. Elle gardait ses distances, professionnelle, vigilante. Les mains de l'homme tremblaient. Je pouvais le voir même dans l'obscurité. « Je suis désolé de vous effrayer », a-t-il dit. Sa voix s'est brisée sur le deuxième mot. « Mon nom est Richard Beaumont et je crois que je suis votre père biologique. » J'ai fait un pas en arrière. Mes épaules ont heurté le poteau d'une boîte aux lettres. Ce n'est pas possible. Mes parents biologiques ne voulaient pas de moi. C'est ce qu'on m'a dit. On vous a mal renseigné. Il a fouillé dans la poche intérieure de son manteau et a sorti une photographie. Petite, écornée, visiblement manipulée des milliers de fois. Une femme tenant un bambin. La femme avait des cheveux auburn et des pommettes comme les miennes et un sourire qui penchait légèrement vers la gauche. Le bambin avait des yeux vert noisette. Son nom était Catherine, a-t-il dit. Elle était votre mère. Elle est morte dans un accident de voiture quand vous aviez 2 ans, et j'ai passé chaque jour depuis lors à essayer de vous retrouver. J'ai regardé la photographie, puis lui, puis à nouveau la photographie parce que la femme dessus avait la même bouche que moi. La même inclinaison de la tête, et la regarder, c'était comme trouver un mot que l'on cherche toute sa vie. La femme rousse a pris la parole, mon nom est Marguerite Hallyday. Je suis l'avocate de Monsieur Beaumont, spécialisée dans le droit de la famille. Nous ne sommes pas ici pour vous emmener là où vous ne voulez pas aller. Nous surveillons votre situation par des voies légales depuis plusieurs mois. Ce soir, quand nos enquêteurs vous ont vu quitter la maison, nous avons pris la décision de vous approcher. Vous surveillez la maison ? Marguerite a acquiescé. La fête d'anniversaire, beaucoup d'invités. C'était l'occasion la plus sûre de confirmer visuellement votre identité. Elle a marqué une pause. Nous vous avons aussi vu courir. J'ai touché ma joue sans réfléchir. L'ecchymose pulsait sous mes doigts. Richard Beaumont a regardé la marque sur mon visage et quelque chose derrière ses yeux s'est brisé très doucement. Nous nous sommes assis à l'arrière de l'escalade. Richard d'un côté, moi de l'autre, Marguerite sur le siège passager avant avec son porte-documents ouvert. Le moteur tournait, le chauffage au minimum. C'était le moment où j'avais eu le plus chaud de toute la nuit. Richard m'a raconté l'histoire comme un homme qui l'avait répétée pendant 18 ans et qui n'était toujours pas prêt. Catherine est morte sur l'autoroute A6 un mardi matin de mars. Un camion de livraison a traversé le terre-plein central. Elle a été tuée sur le coup. Richard était sur le siège passager. Bassin fracassé, poumon affaissé. 4 mois à l'hôpital. Clara, moi, j'étais à la maison avec une voisine. Pendant que j'étais en soins intensifs, a-t-il dit, les services de protection de l'enfance vous ont placé en famille d'accueil d'urgence. Procédure standard quand il n'y a pas de parents disponibles. J'ai compris cela. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi. Quand je suis sortie de l'hôpital et que j'ai déposé une demande pour vous ramener à la maison, ils m'ont dit que je ne pouvais pas. Un travailleur social nommé Léonard Grube a géré le dossier. Grube a dit au tribunal de la famille que Richard avait signé une renonciation volontaire aux droits parentaux, un document légal abandonnant la garde de façon permanente. Grube a présenté au tribunal un formulaire signé. Le juge a approuvé l'adoption. Je n'ai jamais rien signé, a dit Richard. J'étais sous respirateur. Je ne pouvais pas tenir un stylo. Encore moins lire un document juridique. Mais le tribunal avait un morceau de papier avec mon nom dessus, et cela a suffi. Le temps que Richard engage un avocat et conteste la décision, il était trop tard. L'adoption avait été finalisée. Le dossier était scellé. Sa fille avait un nouveau nom, une nouvelle famille, une nouvelle vie quelque part qu'il n'était pas autorisé à connaître. Alors, j'ai engagé des enquêteurs, a-t-il dit.
Année après année, j'ai dépensé peu importe ce que j'ai dépensé, j'aurais tout donné. Sa voix n'a pas tremblé quand il a parlé de l'argent. Elle a tremblé quand il a dit le mot tout. Léonard Grube, ai-je dit. Combien l'ont-ils payé? Richard a regardé Marguerite. Marguerite a fermé son porte-document et a dit, c'est ce que nous avons l'intention de prouver au tribunal. Le SUV était toujours garé sur le boulevard, les feux de détresse clignotant ambre dans l'obscurité. J'étais assise avec mon sac à dos sur les genoux, agrippant les sangles comme une enfant le premier jour d'école, et je leur ai parlé de l'enveloppe. Le printemps dernier, Gérard avait décidé que Marine avait besoin d'un studio de yoga dans la maison. Cela signifiait vider le placard de rangement, ma chambre, et déplacer mes affaires dans un coin encore plus petit près de la chaudière. Il a jeté la plupart de mes biens dans un sac poubelle et l'a déposé sur le trottoir. J'ai fouillé le sac avant que le camion à ordures ne passe parce que c'est ce que l'on apprend à faire quand rien de ce que l'on possède n'est en sécurité. On vérifie et on sauve ce que l'on peut. Au fond d'une boîte en carton endommagée par l'eau, sous de vieux bulletins scolaires et un sachet de vêtements de bébé, j'ai trouvé une enveloppe Kraft, d'apparence officielle. L'adresse de l'expéditeur portait un sceau et les mots département des services sociaux. À l'intérieur se trouvait un document unique partiellement caviardé avec l'entête résumée des versements mensuels d'aide à l'adoption et en haut, tapé dans une police gouvernementale simple, Camille G. Lefebvre. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que signifiait un résumé des versements. Mais je savais que mon nom figurait sur un document gouvernemental que Gérard ne m'avait jamais montré. Alors je l'ai plié et mis dans mon sac à dos. Je le portais depuis 6 mois sans comprendre pourquoi. Je l'ai sorti maintenant et l'ai tendu à Marguerite. Elle l'a déplié sous le plafonnier et j'ai regardé son expression changer. Pas de façon spectaculaire, mais comme le visage d'un joueur de poker quand la dernière carte est retournée. C'est le registre des subventions à l'adoption. Elle a dit, l'État a payé à Gérard et Dominique Lefebvre environ 810 € par mois pour vos soins et votre entretien pendant 18 ans. Elle m'a regardé. Cela fait environ 175 000 €. Combien en avez-vous vu la couleur? J'ai pensé au matelas récupéré, à la couverture qui sentait le carton, au placard sans fenêtre. Rien, ai-je dit. Richard a tourné son visage vers la vitre, et dans le reflet, je pouvais le voir serrer la mâchoire si fort que son muscle tressaillait. Toutes ces années, ai-je dit à demi-voix pour moi-même, il m'a traité de fardeau. Mais je n'étais pas un fardeau. J'étais un chèque. Marguerite nous a conduits dans un hôtel de standing. Pas la maison Lefebvre, pas un refuge, juste un endroit propre, calme et sûr. Richard nous a enregistrés sous son nom. Des chambres séparées, avec une porte communicante, et la première chose que j'ai faite a été de rester debout au milieu de la mienne sans savoir quoi faire. Le lit avait des draps blancs qui sentaient la lessive au lieu du moisi. Il y avait une fenêtre. J'ai ouvert les rideaux et j'ai juste regardé les lumières du parking pendant un long moment parce que regarder par une fenêtre depuis ma propre chambre était quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Pendant que j'étais là, les souvenirs sont revenus par couches, comme l'eau qui monte, régulière et froide. J'ai commencé à préparer les repas de la famille quand j'avais 10 ans. Gérard disait que c'était pour m'apprendre la responsabilité. À 12 ans, je faisais toute la lessive, toute la vaisselle, toutes les courses à pied parce que Gérard ne voulait pas me conduire. Marine a eu une voiture pour ses 18 ans. J'ai eu un pass de bus qui a expiré après 1 mois parce que personne ne l'avait renouvelé. Alors, je marchais 1h30 jusqu'au relais pour mes gardes. Gérard ne me laissait jamais garder mes propres documents. Pas d'acte de naissance, pas de carte de sécurité sociale, pas de pièce d'identité. Quand j'ai demandé à passer le permis à 18 ans, il a dit « Pourquoi faire ? Tu n'as nulle part où aller. » À l'époque, je pensais qu'il avait raison. Maintenant, je comprenais qu'il l'avait conçu ainsi. Je n'arrêtais pas de penser, pourquoi Gérard m'a-t-il gardé toutes ces années s'il me méprisait ? Pourquoi ne pas m'avoir simplement renvoyé dans le système ? Si j'étais si inutile, pourquoi s'accrocher ? Maintenant j'avais la réponse. 810 € par mois. Voilà pourquoi. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous détestait mais refusait de vous laisser partir ? Quelqu'un qui vous faisait sentir comme un déchet mais vous retenait comme si vous étiez de l'or ?
Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire car je pense que vous savez déjà à quoi ressemble ce calcul. La voix de Dominique résonnait dans ma tête comme elle le faisait toujours. Douce et acide comme du jus de citron sur une coupure. Gratitude, Camille. C'est tout ce que nous avons jamais demandé. Est-ce vraiment si difficile? Non, Dominique. Ce qui était difficile, c'était de réaliser que j'avais été reconnaissante envers des gens qui me volaient. Laissez-moi revenir 2 semaines avant la fête, avant la gifle, avant tout cela. Parce que la vérité est que Gérard m'avait déjà montré qui il était. Je n'avais juste pas encore le vocabulaire pour le dire. C'était un mardi soir. Gérard m'a appelé dans son bureau, la pièce où personne n'entrait sans permission. Bureau en acajou, fauteuil club en cuir, une étagère de livres reliés qu'il n'avait jamais lus, rangés par couleur. Il était assis derrière le bureau comme un juge, un dossier Kraft ouvert devant lui. « Assieds-toi » a-t-il dit. « Pas prends place. »« Assieds-toi. » Il a poussé un document sur le bureau. 10, peut-être 12 pages, texte dense, un onglet de signature bleu dépassant du bas. « Ceci est un accord volontaire » a-t-il dit. Il stipule que tu choisis de rester sous ma tutelle parce que tu n'es pas financièrement ou émotionnellement prête à vivre de façon indépendante. Signe-le. Je l'ai ramassé. La plupart du langage était impénétrable, avec des termes comme le dépendant reconnaît que la vie autonome présente un risque financier et psychologique indu. Mais une clause à la page 4, je l'ai parfaitement comprise. L'accord autorisait Gérard à continuer de gérer toutes les prestations étatiques et fédérales associées à la charge du dépendant. Il voulait que je lui cède à nouveau ma propre subvention, cette fois volontairement avec ma signature d'adulte pour qu'il puisse continuer à percevoir l'argent même après que je sois sorti du système. Pourquoi dois-je signer cela? Ai-je demandé. L'expression de Gérard n'a pas changé parce que sans cette famille, tu es à la rue. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas d'économie. Tu n'as même pas de pièce d'identité. Alors, tu vas signer ça et tu vas le signer avant mon anniversaire. Considère cela comme ton cadeau pour moi. Je n'ai pas signé. J'ai demandé plus de temps. Gérard n'a rien dit. Il a juste fermé le dossier et l'a replacé dans le tiroir du bureau. Lentement, comme on range une arme chargée dans un coffre-fort. C'est pour cela qu'il m'a frappé à la fête. Ce n'était pas à propos du portefeuille. Ce n'était jamais à propos du portefeuille. C'était parce que je lui avais dit non pour la première fois en 18 ans, et il ne pouvait pas le supporter. De retour à l'hôtel le lendemain matin. Je me suis réveillée à 5 heures par habitude, le cœur battant, passant déjà en revue la liste des corvées dans ma tête avant de me souvenir. Il n'y avait pas de liste. Il n'y avait qu'une chambre d'hôtel avec des draps blancs et une fenêtre pleine d'un ciel gris d'octobre. On a frappé à la porte communicante. Richard, déjà habillé, tenant 2 tasses de café du lobby. Il en a posé une sur le bureau et s'est assis sur la chaise à l'autre bout de la pièce. Pas près, pas loin, juste présent. Comme s'il avait peur que s'il bougeait trop vite, je disparaisse à nouveau. Marguerite est arrivée à 8 heures avec une housse à vêtements. À l'intérieur, un jean neuf et un pull en cachemire de couleur crème, encore étiqueté. Quelque chose de propre à porter, a-t-elle dit, pragmatique comme toujours. Je les ai emmenés dans la salle de bain, je les ai mis et je me suis regardée dans le miroir pendant un long moment. C'était la première fois de ma vie que je portais quelque chose que personne d'autre n'avait porté avant moi. Quand je suis sortie, les yeux de Richard sont devenus rouges sur les bords, mais il n'a pas pleuré. Il a juste hoché la tête et a dit, Catherine avait ce même regard, comme si elle décidait si elle devait faire confiance au miroir. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai dit ce que je pensais toute la nuit. J'ai besoin d'une preuve, pas de la photo, pas de l'histoire. J'ai besoin d'un test ADN. Si vous êtes celui que vous dites être, la science le confirmera. Et si vous ne l'êtes pas, j'ai besoin de le savoir aussi. Richard n'a pas bronché. Bien sûr. Marguerite a déjà localisé un laboratoire accrédité. Nous pouvons y aller aujourd'hui. Pas d'hésitation, pas d'offense, pas de culpabilisation, juste bien sûr. J'avais passé 21 ans dans une maison où poser une question était traité comme une attaque personnelle.
Et voici un homme qui répondait comme si les questions étaient la chose la plus naturelle au monde. J'ai passé toute ma vie à faire ce qu'on me disait. J'ai dit, si je dois vous faire confiance, ce sera parce que je l'ai choisi, pas parce que je n'avais nulle part où aller. Richard a posé son café. C'est exactement comme cela que ça devrait être. Le laboratoire était un bâtiment en briques, propre, clinique, sous des néons. Un technicien en blouse a frotté l'intérieur de ma joue. Puis celui de Richard. Il a étiqueté les flacons et nous a dit que les résultats prendraient 3 à 5 jours ouvrables. 5 jours. J'avais attendu 21 ans pour savoir qui j'étais. 5 de plus, c'était comme retenir sa respiration sous l'eau. Pendant que nous attendions, Richard a apporté des choses à l'hôtel. Pas des cadeaux, pas comme Gérard donnait des cadeaux comme des transactions avec des conditions, mais des morceaux de vie. Un album de photographies. Catherine enceinte, riant sur une balançoire de Porsche, une main sur son ventre, Catherine tenant un nouveau-né avec un bonnet rose. Richard et Catherine et le bébé devant un pavillon en briques avec une porte rouge. Le bébé avait déjà les yeux verts noisettes à cette époque. C'est la maison où tu es arrivé après ta naissance. Richard a dit, je la possède toujours. Je n'ai pas pu me résoudre à la vendre. J'ai étudié chaque photographie comme si c'était un document que je devais mémoriser pour un examen. Le visage de ma mère, ses mains, sa façon de se tenir, légèrement inclinée, le poids sur son pied gauche, la même façon dont je me tiens quand je ne réfléchis pas. Elle est magnifique, ai-je dit. Tu lui ressembles exactement, a-t-il dit. Surtout les yeux. Le 5e jour, Marguerite a appelé. J'étais assise sur le lit d'hôtel avec l'album ouvert à une photo de Catherine soufflant des bougies d'anniversaire quand mon téléphone a sonné. 99,998% de probabilité de paternité. Marguerite a dit que c'était confirmé. Richard Beaumont est votre père biologique. Je n'ai rien dit pendant un moment. J'ai juste tenu le téléphone et regardé la photographie et senti quelque chose s'ouvrir dans ma poitrine. Pas se briser, pas voler en éclats, mais s'ouvrir comme une porte s'ouvre quand quelqu'un tourne enfin la poignée de l'autre côté. 99,998%, un chiffre. Mais pour moi, c'était la première preuve en 21 ans que je n'étais pas un accident dont personne ne voulait. La voix de Marguerite est revenue sur la ligne, calme et précise. Maintenant nous en avons assez. La prochaine étape est le tribunal de la famille. Voici ce que j'ai appris plus tard. D'après les dépôts au tribunal, le témoignage de Madame Leroy, les messages que Dominique finirait par remettre à Marguerite. Le lendemain de la fête, Gérard a appelé la police et m'a signalé disparu. Pas parce qu'il était inquiet, mais parce qu'il calculait. L'officier qui a répondu a vérifié mes informations et a dit à Gérard ce qu'il ne voulait pas entendre. J'avais 21 ans, j'étais majeure. Si j'étais partie volontairement, il n'y avait pas d'affaire de disparition à ouvrir. Elle n'est pas partie volontairement, a dit Gérard à l'officier. Elle est mentalement inapte. Elle peut à peine fonctionner sans surveillance. L'officier a demandé si Gérard avait une documentation à ce sujet, un diagnostic, une ordonnance de tutelle, n'importe quoi de légal. Gérard n'en avait pas parce que je n'étais pas mentalement inapte. J'étais juste contrôlée. Cette nuit-là, selon les messages de Dominique, ce qu'elle remettrait plus tard comme preuve. Gérard a fait les 100 pas dans le salon pendant 3 heures. Dominique s'est assise sur le canapé et a tapé ce qu'il dictait. Gérard, si cette fille parle à n'importe qui, aux services sociaux, à un avocat, n'importe qui, nous sommes finis. Trouve le dossier d'adoption. Tout. Les originaux. Dominique, tu as dit qu'elle ne savait rien. Gérard, elle ne sait rien. Mais si quelqu'un lui montre ou regardait, il savait. Il avait toujours su. La signature falsifiée, le travailleur social corrompu, la subvention qu'il percevait depuis 18 ans pour un enfant qu'il traitait comme une domestique. Gérard portait tout cela dans sa tête comme certains hommes portent des dettes. Constamment conscient, gérant sans cesse, ne considérant jamais une seule fois que toute la structure pourrait s'effondrer. Gérard n'avait pas peur de me perdre. Il avait peur de ce que je découvrirais une fois libre.
Il ne savait pas que l'homme dont il aurait dû avoir peur, l'homme qui avait passé 18 ans et une fortune en détective privé pour retrouver sa fille, était assis dans un hôtel à 20 minutes de là, assemblant un dossier de 10 centimètres d'épaisseur. Marguerite a étalé les documents sur le bureau de l'hôtel comme un chirurgien disposant ses instruments. C'était la deuxième fois que je voyais les preuves, mais cette fois elles avaient du mordant. « Regardez ceci », a-t-elle dit, en faisant glisser un formulaire photocopié vers moi. C'était la renonciation volontaire aux droits parentaux datée d'octobre 2005. En bas, une signature, Richard Beaumont. Soigné, délibéré, légèrement incliné vers l'avant. Puis elle a placé une deuxième feuille à côté, un rapport certifié d'une experte en documents médico-légaux, le docteur Ella Marsh, qui avait comparé la signature sur le formulaire de renonciation à 12 spécimens connus de l'écriture de Richard, déclaration de revenus, demande d'hypothèque. Contrats commerciaux s'étendant sur 20 ans. La pression du stylo est incohérente, a dit Marguerite, en pointant du doigt, la formation des lettres dans le nom de famille ne correspond à aucun des spécimens. La conclusion du docteur Marsh, et je cite, est que la signature a été produite par une main autre que celle de Richard Beaumont avec un haut degré de certitude. Elle a laissé cela s'imprégner. Puis elle a sorti un troisième document du dossier, un relevé bancaire, un compte courant personnel appartenant à Léonard Grube, le travailleur social qui avait géré mon cas. Le 14 octobre 2005, 6 jours avant que l'adoption ne soit finalisée, un dépôt de 5 000 € est apparu. La source, un virement bancaire du compte personnel de Gérard R. Lefebvre. Pas par l'intermédiaire de la paroisse, a dit Marguerite. Pas par une œuvre de charité. Directement de compte à compte. Une semaine avant que l'adoption ne soit approuvée. J'ai fixé les chiffres. 5 000 €. C'est ce que toute mon identité avait coûté. Mon nom, mon père, mon enfance. Échangé pour le prix d'une voiture d'occasion. Richard était assis à l'autre bout de la pièce, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il avait déjà vu ces documents, mais me regarder les voir, c'était quelque chose de différent. Je pouvais le dire à sa façon de respirer, superficielle et prudente, comme un homme essayant de ne pas briser quelque chose en le tenant trop fort. Alors, l'adoption peut être annulée ? Ai-je demandé. Marguerite a fermé le dossier. En vertu de la loi, une adoption obtenue par la fraude, y compris un consentement falsifié, peut être déclarée nulle. Oui, elle peut être annulée. 2 jours avant la date de l'audience, une lettre est arrivée à la réception de l'hôtel, adressée à moi, Camille Lefebvre, pas Clara Beaumont, parce que Gérard refusait toujours de croire que j'avais un autre nom. À l'intérieur, une seule page sur le papier à en-tête de l'agence d'assurance de Gérard, écrite à la main, et une photographie. Moi à 3 ans, assise sur les genoux de Gérard dans le salon de la maison de Saint-Cloud, portant une robe rose que je ne me souviens pas avoir possédée. Il souriait. Je souriais. On aurait dit une famille. La lettre disait, « Camille, je ne sais pas qui est cet homme ni ce qu'il t'a dit, mais il n'est pas ton père. C'est un étranger qui exploite une jeune femme confuse. Nous sommes ta famille. Nous sommes ta famille depuis 18 ans. Reviens à la maison. Nous pouvons arranger cela. Je te pardonne d'être parti. » Papa, je l'ai lu 3 fois. Le mot pardonne m'a frappé différemment à chaque fois. D'abord comme une porte qui s'ouvre, puis comme un verrou qui claque, puis comme une main qui serre mon poignet. Il me pardonnait d'être parti après m'avoir frappé. Je me suis assise sur le bord du lit d'hôtel et j'ai senti la pièce tanguer. 18 ans de conditionnement ne s'arrête pas parce qu'un test ADN dit 99,998%. Quelque part en moi, une voix que je portais depuis l'enfance chuchotait, et si Gérard avait raison ? Et si tout cela était un tour ? Et si Richard voulait aussi quelque chose de toi ? J'ai regardé Richard, qui lisait dans le fauteuil près de la fenêtre, et j'ai dit, « Comment puis-je savoir que vous n'êtes pas comme lui ? Comment savoir que vous n'allez pas simplement m'utiliser pour autre chose ?» Il a posé son livre. Il n'avait pas l'air blessé. Il ressemblait à un homme qui comprenait exactement pourquoi je posais la question. « Tu ne peux pas le savoir, a-t-il dit. Pas encore. Et je ne vais pas essayer de te convaincre avec des mots. Parce que les mots ne coûtent rien. L'ADN ne ment pas.
les documents ne mentent pas. Et le tribunal décidera de ce qui est vrai. Tout ce que je te demande, c'est de laisser les preuves parler. Il a repris son livre et a recommencé à lire. Et cela, le fait de ne pas me pousser, de me donner de l'espace, était la chose qui m'effrayait le plus parce que c'était si différent de tout ce que je connaissais. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Alors, j'ai fait ce que je faisais toujours quand le monde n'avait plus de sens. J'ai regardé les preuves. J'ai pris l'enveloppe du département des services sociaux dans mon sac à dos et je l'ai posée sur le bureau à côté de la lettre de Gérard. 2 documents, l'un de l'État confirmant que Gérard recevait 810 € par mois pour s'occuper de moi. L'autre de Gérard affirmant qu'il était ma famille. Si Gérard m'aimait, pourquoi dormais-je dans un placard? Si Gérard m'aimait, pourquoi n'avais-je pas d'acte de naissance, de carte de sécurité sociale, pas une seule pièce d'identité à mon nom? Si Gérard m'aimait, pourquoi l'extension de tutelle qu'il avait essayé de me faire signer était-elle conçue pour maintenir le flux des subventions, et non pour me protéger? La réponse était dans le calcul. Elle avait toujours été dans le calcul. Gérard ne m'aimait pas. Gérard me facturait. J'ai appelé Marguerite à 23 heures. Elle a décroché à la 2e sonnerie, ce qui m'a dit qu'elle s'attendait à cet appel. Je vais au tribunal, ai-je dit. Pas parce que je fais confiance à Richard. Pas totalement, pas encore, mais parce que je mérite de connaître la vérité. Je l'ai mérité. C'est tout ce dont nous avons besoin, a-t-elle dit. Le lendemain après-midi, un inspecteur social est venu à l'hôtel, la quarantaine, mâchoire carrée, sérieux, chargé de réviser la pétition de Richard. Il m'a posé des questions sur mes conditions de vie en grandissant. Je lui ai parlé du placard, des corvées, des documents manquants, de l'isolement. Il a tout noté dans un petit carnet. Et quand j'ai fini, il n'a pas dit « Je suis désolé » ou « Cela a dû être difficile ». Il a dit « Ce que vous décrivez, si c'est corroboré par les dossiers, constitue de la négligence, et la composante financière constitue une exploitation des fonds d'aide à l'adoption. » Puis il m'a regardé et a ajouté plus calmement. Il ne s'agit pas seulement du caractère frauduleux de votre adoption, mademoiselle Beaumont. Il s'agit d'un système qui était censé vous protéger et qui ne l'a pas fait. Je ne choisis pas Richard plutôt que Gérard, me suis-je dit au départ de l'inspecteur, je choisis la vérité plutôt que le mensonge que j'ai vécu. Je n'ai pas été témoin direct de cette partie. Cela est ressorti plus tard, morceau par morceau, à travers le témoignage de Dominique et les messages qu'elle a remis. Mais je vais vous le raconter tel que cela s'est passé parce que vous devez comprendre qui Gérard pensait affronter en entrant dans cette salle d'audience. La veille de l'audience, Gérard s'est assis à la table de la salle à manger, la même table en chêne que j'avais polie chaque semaine pendant 18 ans, et a répété son témoignage avec son avocat. Pas un avocat du calibre de Marguerite, un généraliste d'un bureau de zone commerciale qui facturait à la demi-heure et n'avait jamais traité de dossier de fraude à l'adoption de sa vie. J'ai toute la paperasse, a dit Gérard. Signé, scellé, tamponné par le tribunal. Je suis un membre respecté de la communauté depuis 22 ans. Tout le monde sait qui je suis. Dominique, assise en face de lui, a osé une question. Qu'en est-il de l'enveloppe de la subvention? Et s'il pose des questions sur l'argent? Gérard n'a pas levé les yeux. Personne ne vérifie cela. Nous allons bien. Marine est passée par là en allant à la cuisine et a demandé, d'une voix ennuyée, indifférente. La voix de quelqu'un dont le plus gros problème était une connexion Wi-Fi lente. Si Camille ne revient pas, est-ce que je peux transformer sa chambre en dressing? Gérard ne lui a pas répondu non plus. Il était déjà en train de rédiger sa déclaration liminaire dans sa tête, celle où il se tiendrait devant un juge et expliquerait quel homme généreux et craignant Dieu il était pour avoir accueilli un enfant dont personne d'autre ne voulait. Il ne savait pas que le juge regarderait un dossier de 10 cm de signatures falsifiées, de preuves de corruption et un rapport d'expertise médico-légale. Il ne savait pas que la fille qu'il avait élevée pour être silencieuse avait enfin trouvé sa voie. Il ne savait pas que l'homme assis de l'autre côté de l'allée serait le père dont quelqu'un avait falsifié le nom 18 ans plus tôt. Gérard est entré dans cette salle d'audience comme un homme qui n'avait jamais perdu. Il allait apprendre à quoi ressemble la défaite.
Le matin de l'audience, Marguerite a transformé la salle de conférence de l'hôtel en salle de crise. Elle avait réservé une table pour 6 et l'avait couverte de 5 piles de documents, chacune marquée par des onglets de couleur. J'étais assise à une extrémité avec une tasse de café refroidissant dans mes mains, et elle m'a exposé l'affaire comme un général expose un plan de bataille. Calme, précise, ne laissant rien au hasard. Pile 1, a-t-elle dit, en tapotant le premier tas. Résultat ADN. Laboratoire accrédité. Chaîne de possession documentée. 99,998% de probabilité. Irréfutable. Pile 2. L'analyse médico-légale de l'écriture. La signature sur le formulaire de renonciation n'est pas celle de Richard. Son rapport fait 46 pages, mais la conclusion tient en une phrase. Pile 3. Dossiers financiers obtenus grâce à notre demande auprès du département des services sociaux. Gérard et Dominique Lefebvre ont reçu 810 € par mois en aide à l'adoption pendant environ 216 mois. Total 174 960 €. L'évaluation de l'inspecteur social confirme que les fonds n'ont pas été utilisés pour votre bien-être. Pile 4. Le rapport complet de l'inspecteur. Conclusion sur la négligence envers l'enfant. Aucun dossier médical après l'âge de 14 ans. Pas de pièce d'identité personnelle en votre possession. Condition de vie incompatible avec l'objet des fonds d'aide à l'adoption. Pile 5. Elle a marqué une pause. Une déclaration sous serment de Madame Leroy, votre ancienne voisine. Elle a accepté de témoigner qu'elle a été témoin de schémas persistants de traitement inégal et qu'elle a personnellement observé Gérard vous frapper lors de la fête d'anniversaire. Madame Leroy, 70 ans, 1,50 m, la seule personne dans cet arrière-jardin qui s'était levée. Je ne lui avais pas parlé depuis cette nuit-là, mais elle avait parlé à Marguerite, et elle n'avait pas hésité. Dois-je dire quelque chose au tribunal ? Ai-je demandé. Marguerite m'a regardé. Seulement si vous le souhaitez. La paperasse parle d'elle-même. Richard, assis à l'autre bout de la table, n'avait pas dit un mot pendant tout le briefing. Maintenant, il a parlé juste une fois. Quoi qu'il se passe là-dedans, tu as déjà gagné. Tu es libre. J'ai regardé les 5 piles sur la table. Une vie de mensonges démantelée en dossier à onglet. Et j'ai pensé, non, je n'ai pas encore gagné. Mais je suis sur le point de le faire. Richard m'a emmené faire des courses cet après-midi-là, non pas parce que les vêtements importaient, mais parce qu'il a dit, tu devrais entrer dans cette pièce en ressemblant exactement à qui tu es. Quelqu'un qui mérite d'être entendu. J'ai essayé un blazer bleu marine, un chemisier en soie blanche, un pantalon gris anthracite, je me suis tenue devant le miroir de la cabine d'essayage et j'ai fixé la personne qui me regardait. Elle avait les épaules droites et les yeux clairs et ressemblait à quelqu'un qui pourrait s'asseoir à une table de conférence, pas porter des plateaux vers l'un d'eux. Ta mère avait l'habitude de faire ça, a dit Richard quand je suis sortie. Il était appuyé contre le mur à l'extérieur des cabines d'essayage, les mains dans les poches de son manteau. Elle restait devant le miroir pendant un long moment, puis elle se souriait à elle-même. Juste un peu, comme si elle avait réglé quelque chose. Je n'avais pas souri, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Quelque chose était en train de se stabiliser. Sur le chemin du retour, Richard a montré un pavillon en briques dans une rue bordée d'arbres. Porte d'entrée rouge, volet blanc, une balançoire de Porsche suspendue immobile dans l'air d'octobre. C'est la maison, a-t-il dit. Celle sur les photos. Je l'ai regardée par la fenêtre, la maison où j'étais née, la maison dont on m'avait arraché, et je n'ai pas ressenti la douleur à laquelle je m'attendais. J'ai ressenti quelque chose de plus calme, une sorte de reconnaissance qui siège dans le corps plutôt que dans l'esprit. Cette nuit-là, la veille de l'audience, je me suis assise sur le lit d'hôtel et j'ai écrit dans un carnet. Pas un discours, pas un plan, juste une ligne pour moi-même. Peu importe ce qui se passe demain, je ne retournerai jamais dans ce placard. Je ne répondrai jamais à un nom qui n'est pas le mien. Je ne serai plus jamais reconnaissante d'être utilisée. J'ai dormi 4 heures. J'ai rêvé d'une porte d'entrée rouge qui s'ouvrait. Tribunal de grande instance, un mardi matin de fin octobre. Le bâtiment était en pierre ancienne,
entrée à colonne, sol de couloir qui faisait écho à chaque pas comme si le bâtiment voulait savoir qui venait. Je suis arrivée à 8h30 avec Richard à ma gauche et Marguerite à ma droite. L'inspecteur social quelques pas derrière portant une boîte d'archives remplie de dossiers. Blazer marine, chemisier blanc, cheveux attachés en un chignon bas. Pas de bijoux. Je n'en possédais pas, mais mes mains étaient stables et mon dos était droit. Gérard est arrivé à 8h40. Costume gris, cravate bordeaux, Dominique à son bras dans sa robe élégante, Marine traînant derrière dans une tenue trop décontractée pour le tribunal. Son avocat portait un dossier unique. Gérard affichait le menton haut d'un homme qui croyait que ce n'était qu'une formalité. Puis il nous a vus. Ses yeux sont allés vers moi en premier. Ont enregistré le blazer, la posture, l'absence de la fille qui regardait d'ordinaire le sol. Puis ils sont passés à Richard, puis à Marguerite, puis à la boîte d'archives que l'inspecteur posait sur la table de la partie civile. Le visage de Gérard ne s'est pas effondré. Il s'est recalibré. J'avais déjà vu ce regard. Le calcul mental rapide d'un homme qui contrôle chaque variable réalisant soudain qu'il en a oublié une. La main de Dominique s'est serrée sur son bras. Marine a sorti son téléphone, puis y a réfléchi à 2 fois et l'a rangé. Gérard et moi avons croisé nos regards à travers le couloir. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas baissé les yeux. Le greffier a ouvert les portes de la salle d'audience et a appelé l'affaire. En ce qui concerne l'adoption de la mineure anciennement connue sous le nom de Clara Beaumont, aujourd'hui nommée Camille Grèce-Lefebvre. Nous sommes entrés, les 2 parties, par la même porte, mais dans des mondes différents. Marguerite se tenait debout comme j'imagine qu'un scalpel se tiendrait s'il le pouvait. Droite, précise, reflétant la lumière. Elle s'est adressée à la juge sans note. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui pour présenter des preuves que l'adoption de Clara Beaumont, connue au cours des 18 dernières années sous le nom de Camille Grèce-Lefebvre, a été obtenue par la fraude. Plus précisément, la falsification du consentement d'un parent biologique à renoncer à ses droits parentaux, facilitée par un paiement financier au travailleur social assigné au cas. Elle a présenté les résultats ADN en premier. L'affidavit sous serment du technicien de laboratoire, la chaîne de possession, le chiffre de 99,998%. La juge a examiné le rapport, a ajusté ses lunettes de lecture et l'a mis de côté avec un petit hochement de tête. Puis Marguerite a introduit l'analyse médico-légale de l'écriture. Le rapport de 46 pages du docteur et la marche condensée en son dernier paragraphe. C'est mon opinion professionnelle, avec un degré raisonnable de certitude scientifique, que la signature sur la renonciation volontaire aux droits parentaux datée d'octobre 2005 n'a pas été produite par Richard Beaumont. L'avocat de Gérard s'est levé. Votre honneur, mon client dispose d'un décret d'adoption légalement exécuté et approuvé par ce système judiciaire il y a près de 2 décennies. Le pétitionnaire tente de rejuger une affaire classée sur la base de l'opinion d'un expert engagé. Marguerite ne s'est pas retournée. Votre honneur, un décret fondé sur une signature falsifiée n'est pas une affaire classée. C'est une affaire dissimulée. Nous sommes ici pour la mettre au jour. J'ai entendu Madame Leroy bouger dans le public derrière moi. Un homme que je ne reconnaissais pas, un journaliste, écrivait dans un carnet étroit. 2 femmes de la paroisse de Gérard étaient assises au 2e rang, leur visage crispé par l'inconfort particulier de personnes regardant une réputation se démanteler en temps réel. La juge a regardé l'avocat de Gérard par-dessus ses lunettes. Le tribunal entendra la présentation complète de la pétitionnaire. Continuez, maître Hallyday. Marguerite est passée au dossier financier, et c'est là que l'air dans la salle d'audience a changé. Elle a projeté le résumé des versements de l'aide à l'adoption sur l'écran de la salle. Le même document que j'avais tiré d'un sac poubelle 6 mois auparavant, mois par mois, année par année, une colonne de chiffres défilant sur la page comme un grand livre de mon enfance. Monsieur Lefebvre, a dit Marguerite, la juge ayant autorisé l'interrogatoire direct. L'État a versé à votre foyer 810 € par mois en aide à l'adoption pour les soins de l'enfant placé chez vous pendant environ 18 ans. Cela totalise 174 960 €. Pouvez-vous dire au tribunal comment ces fonds ont été alloués au bien-être de l'enfant ? Gérard s'est redressé sur sa chaise.
Tout est allé à la fille. Nous l'avons nourrie, habillée, logée. 18 ans de cela, ce n'est pas bon marché. Marguerite a acquiescé comme si elle s'attendait à cette réponse, ce qui était le cas. Puis elle a appelé l'inspecteur social. Il s'est approché de la barre portant son rapport comme un homme portant quelque chose de lourd et d'important. Il avait visité la maison Lefebvre. Il avait examiné les dossiers. Il a parlé sans inflexion, ce qui a rendu chaque fait plus percutant. L'espace de vie de l'enfant était une zone de stockage convertie adjacente au chauffe-eau de la maison, environ 6 mètres carrés, pas de fenêtre extérieure, pas de placard. Le matelas présentait une usure visible et des dommages causés par l'eau compatible avec une récupération sur le trottoir. Je n'ai trouvé aucun dossier médical pour l'enfant après l'âge de 14 ans, aucune visite pédiatrique, aucun dossier dentaire, aucune vaccination après le collège. L'enfant n'avait aucune pièce d'identité délivrée par l'État, aucune carte de sécurité sociale en sa possession, et aucun accès documenté à son propre dossier d'adoption. Il a regardé la juge. Dans mon évaluation professionnelle, votre honneur, les conditions de vie décrites et observées sont compatibles avec de la négligence envers un enfant, et non avec l'objet prévu des fonds d'aide à l'adoption. Dominique a commencé à pleurer doucement d'abord, puis plus fort. Le genre de pleurs mis en scène qui attire les regards. Gérard lui a serré la main et a contracté sa mâchoire, projetant l'image d'un mari protégeant une épouse fragile contre des accusations injustes. Mais Madame Leroy était la suivante. Elle a pris la barre dans un cardigan bleu marine et des chaussures plates sensées, et elle n'a rien mis en scène. J'ai vécu à côté de cette famille pendant 12 ans, a dit Madame Leroy. J'ai vu cette fille tondre leur pelouse, laver leur voiture, étendre le linge dans le jardin pendant que l'autre fille, la biologique, bronzait sur une chaise longue. Je n'ai jamais vu une seule fois Camille, Clara, s'asseoir à leur table de dîner quand des invités étaient présents. Et le soir de l'anniversaire de Monsieur Lefebvre, je l'ai vue la frapper au visage devant 30 personnes parce qu'elle lui avait donné un cadeau qu'il jugeait indigne de lui. La salle d'audience était silencieuse de la façon dont une pièce est silencieuse quand tout le monde y recalcule ce qu'il pensait savoir. Marguerite a attendu que Madame Leroy descende, puis s'est tournée vers Gérard. Monsieur Lefebvre, connaissez-vous un homme nommé Léonard Grube? Gérard n'a pas scié. Non. Marguerite a produit une photographie imprimée sur papier glacé, horodatée dans le coin. 2 hommes debout devant une table pliante lors d'un événement en plein air. L'un était Gérard, 10 ans plus jeune, chemise de golf, assiette en carton à la main. L'autre était un homme mince avec des lunettes et un cordon des services sociaux autour du cou. Ceci a été pris lors du pique-nique de la paroisse en juin 2004. Marguerite a dit, 1 an avant que l'adoption ne soit finalisée, l'homme à côté de vous est Léonard Grube, le travailleur social assigné au cas de Clara Beaumont. Maintenez-vous toujours que vous ne le connaissez pas? La mâchoire de Gérard a travaillé. J'ai pu le rencontrer en passant. Les événements paroissiaux sont vastes. Je ne me souviens pas de chaque visage. Vous vous en souvenez assez bien pour lui envoyer 5 000 €. Marguerite a placé le relevé bancaire sur le projecteur. Compte courant personnel de Gérard. 14 octobre 2005. Virement bancaire. Destinataire Léonard Monsieur Grube. Pouvez-vous expliquer ce paiement? C'était un don pour les œuvres de la. C'était une contribution communautaire acheminée de votre compte personnel directement vers le compte personnel de Monsieur Grube, pas celui de la paroisse. Gérard s'est tourné vers son avocat, qui étudiait la surface de la table avec l'intensité d'un homme espérant y trouver une issue. Aucune objection n'est venue. J'ai tout donné à cette fille. La voix de Gérard a déraillé vers le haut, tranchante comme une gifle. Il était debout maintenant, une main à plat sur la table. 18 ans, un foyer, de la nourriture, et voilà comment on me remercie. Un escroc arrive et soudain c'est moi le méchant. Monsieur Lefebvre. La voix de la juge était basse et finale. Rasseyez-vous maintenant. Il s'est assis, mais la salle l'avait déjà entendu, le masque se fissurant, le sentiment de supériorité débordant. Dans le public, les femmes de la paroisse fixaient leurs genoux. Le stylo du journaliste bougeait plus vite. Marguerite s'est tournée vers la juge avec le calme de quelqu'un qui venait de regarder son adversaire faire son travail pour elle.
Votre Honneur, nous aimerions que le tribunal note la caractérisation par Monsieur Lefebvre de son rôle parental comme quelque chose qu'il a donné et dont il attend le remboursement. Ce n'est pas être parent. C'est une transaction. Marguerite m'a regardé. Je lui avais dit la veille, je veux parler. Pas parce que l'affaire en avait besoin. Les documents suffisaient, mais parce que j'avais été silencieuse pendant 21 ans, et que certaines choses doivent être dites par la personne qui les a vécues. Votre Honneur, la fille du pétitionnaire aimerait s'adresser au tribunal si cela est permis. La juge a acquiescé. Vous pouvez continuer. Je me suis levée, blazer marine, chemisier blanc, les mains le long du corps. J'ai regardé la juge, pas Gérard, parce que ce n'était pas pour lui. Votre Honneur, je ne suis pas ici pour me venger. Le mot est resté suspendu dans l'air un moment et je l'ai laissé. Je suis ici parce que pendant 21 ans je n'ai pas su qui j'étais. Je ne connaissais pas mon propre nom. Je ne connaissais pas le visage de ma mère. Je ne savais pas que quelqu'un me cherchait ou que les papiers qui m'ont mise dans cette maison reposaient sur une signature falsifiée. J'ai marqué une pause, respiré. Monsieur Lefebvre a dit qu'il m'avait tout donné. Voici à quoi ressemblait tout. Un placard de rangement sans fenêtre. Un matelas trouvé sur un trottoir. Pas de visite médicale après l'âge de 14 ans, pas de pièce d'identité, pas d'acte de naissance. Je ne connaissais pas mon propre numéro de sécurité sociale il y a encore 2 semaines. J'ai travaillé dans cette maison dès l'âge de 8 ans, cuisinant, nettoyant, faisant la lessive. Et on me disait chaque jour que je devais en être reconnaissante, que sans eux, je n'étais rien. Ma voix n'a pas tremblé. J'avais décidé qu'elle ne le ferait pas. Il m'a frappé à sa fête d'anniversaire parce que je lui ai donné un portefeuille que j'avais mis 3 mois à acheter. Mais la vérité est qu'il m'a frappé parce que je n'ai pas voulu signer un papier lui donnant un contrôle continu sur ma vie. Voilà ce que j'étais pour lui. Pas une fille, une ligne budgétaire. J'ai regardé la juge. Je ne demande pas à ce tribunal de punir Gérard Lefebvre. Je demande à ce tribunal de dire la vérité parce que je mérite au moins cela. Chaque enfant dans le système mérite cela. Je me suis rassise. La salle était silencieuse. Madame Leroy pleurait doucement, pour de vrai. Le journaliste avait cessé d'écrire et me regardait simplement. Richard restait parfaitement immobile, les mains jointes sur la table, mais je pouvais voir ses phalanges blanches. Quand je me suis tenue dans cette salle d'audience, je me souviens avoir pensé, pourquoi m'a-t-il fallu 21 ans pour dire quelque chose d'aussi simple ? Avez-vous déjà gardé quelque chose en vous pendant si longtemps que lorsque vous le dites enfin à voix haute, vous êtes étonné que ce ne soit que quelques phrases, que tout ce poids puisse tenir en si peu de mots ? Si vous savez ce que l'on ressent, dites-le moi en commentaire car je pense que c'est le genre de choses qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas porté. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne s'y attendait. Moi encore Gérard. Dominique s'est levée. Pas de la barre des témoins. Elle n'avait pas été appelée. Elle s'est levée du banc des défendeurs, a lissé le devant de sa robe élégante comme elle lissait tout et a dit d'une voix qui tremblait comme un fil sur le point de rompre, « Votre Honneur, j'ai quelque chose que je dois dire. » Gérard a saisi son poignet. « Dominique, assieds-toi. » Elle s'est dégagée. C'était la première fois que je la voyais se dégager de quoi que ce soit. « C'est moi qui ai fait le chèque, » a dit Dominique. Son mascara coulait déjà, mais ce n'étaient pas les pleurs mis en scène de tout à l'heure. C'était différent. Brut, laid, le genre qui se fiche du public. 5 000 € à Léonard Grube. Gérard m'a dit que c'était pour accélérer le processus d'adoption. J'ai fait le chèque depuis notre compte joint, et je savais ce que cela signifiait. L'avocat de Gérard a pris sa tête entre ses mains. Gérard est devenu rouge du col jusqu'au front, un cramoisi profond que je ne lui avais jamais vu auparavant. Elle ment, a dit Gérard. Elle est confuse. Elle essaie de se protéger. J'essaie de me protéger, la voix de Dominique est montée, haute et désespérée, parce que je te protège depuis 18 ans et je n'en peux plus. Je t'ai vu frapper cette fille. Je t'ai vu la faire travailler comme une bête de somme. Et je n'ai rien dit parce que j'avais peur de toi, Gérard. J'avais peur de ceci précisément. La juge l'a laissé finir.
La salle d'audience était si calme que je pouvais entendre les néons bourdonner au-dessus de nous. Marine restait pétrifiée dans le public, son téléphone sur les genoux, la bouche ouverte. Monsieur Lefebvre, a dit la juge, et sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait vu beaucoup de choses et qui était encore capable d'être horrifié. Un seul éclat de plus et je vous condamne pour outrage au tribunal. Gérard est resté immobile comme une pierre, et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu avoir l'air effrayé. La juge a pris 12 minutes pour examiner les derniers documents. 12 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge sur le mur de la salle, le vieux modèle analogique avec une trotteuse qui fait tic-tac au lieu de glisser, et j'ai compté chaque rotation. Quand elle a levé les yeux, elle ne s'est pas adressée à Gérard en premier. Elle s'est adressée à moi, Mademoiselle Beaumont. Et j'utiliserai ce nom maintenant parce que les preuves devant ce tribunal l'imposent. Le tribunal a examiné la pétition, l'analyse médico-légale de l'écriture, les dossiers financiers, le témoignage de l'inspecteur social et du témoin voisin, les résultats ADN, et la déclaration faite volontairement par Madame Lefebvre. Elle a retiré ses lunettes. Les preuves sont sans ambiguïté. La renonciation volontaire aux droits parentaux déposée en octobre 2005 porte une signature qui a été déterminée par une analyse médico-légale certifiée comme étant frauduleuse. Le père biologique, Richard Beaumont, n'a jamais consenti à la fin de ses droits parentaux. L'adoption qui a suivi a donc été bâtie sur un fondement de falsification, sur la base des preuves financières présentées, facilitées par un paiement direct au travailleur social assigné au dossier. Elle s'est tournée vers Gérard. Il était assis rigidement droit, cravate toujours ajustée, main à plat sur la table, un homme tenant une posture d'autorité alors que l'autorité s'échappait de lui. C'est la décision de ce tribunal que l'adoption de Clara Beaumont sous le nom de Camille Grèce Lefebvre est déclarée nulle et non avenue dès l'origine. L'adoption est annulée dans son intégralité. Gérard n'a pas bougé. De plus, le tribunal ordonne à Gérard et Dominique Lefebvre de procéder à la restitution intégrale de tous les fonds d'aide à l'adoption reçus, totalisant 174 960 € à l'État. Dominique a laissé échapper un son qui n'était pas tout à fait un mot. Enfin, ce tribunal renvoie l'affaire devant le procureur de la République pour une enquête sur d'éventuelles poursuites pénales, incluant sans illimité la falsification, la fraude en lien avec les aides publiques et la négligence envers un enfant. La juge a posé ses papiers. Le nom légal de l'enfant est rétabli en Clara Beaumont, avec effet immédiat. L'audience est levée. Le marteau est tombé et le son de celui-ci, ce coup de bois unique, a été la chose la plus forte que j'ai jamais entendue de ma vie. Plus fort que la gifle, plus fort que 18 ans de silence. Cela sonnait comme un verrou qui s'ouvre. Dans le public, Madame Leroy a pressé ses deux mains sur sa bouche. Les femmes de la paroisse se levaient déjà, ramassant leurs sacs, évitant de se regarder. Le journaliste a fermé son carnet et m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Quelque chose entre le respect et la tristesse. Gérard restait immobile. Son avocat remballait déjà ses affaires. Et pour la première fois, j'ai réalisé que l'homme que Gérard avait engagé pour le défendre ne pouvait pas quitter cette pièce assez vite. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience sentait la cire de sol et la chaleur des vieux radiateurs. Je marchais vers la sortie avec Richard d'un côté et Marguerite de l'autre quand j'ai entendu les talons. Rapides, inégaux, le son de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se presser dans des chaussures qui n'ont pas été conçues pour cela. Attends, Marine. Son maquillage était ruiné. Des traces de mascara descendaient sur ses deux joues. Le fond de teint faisait des taches là où elle s'était essuyée. Elle semblait plus petite que je ne l'avais jamais vue, ce qui était étrange parce qu'elle avait toujours pris tellement de place. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Elle respirait fort comme si elle avait couru ou essayait de ne pas le faire. À propos de l'argent, de la subvention. Je pensais que maman et papa payaient pour mes études avec le salaire de papa. Je ne savais pas que c'était. Elle s'est arrêtée. Elle ne pouvait pas finir la phrase et j'ai compris pourquoi. La phrase se terminait par ton argent et le dire à voix haute la rendrait réelle d'une manière à laquelle elle n'était pas prête. Je l'ai regardée. La fille qui avait eu la montre connectée, la voiture, le grand lit, les mèches,
la carte de crédit qui n'était jamais refusée, la fille qui avait ri quand Gérard m'avait frappé et l'avait filmé sur son téléphone. La fille qui avait demandé si elle pouvait transformer mon placard en rangement pour ses chaussures. Une partie de moi voulait crier. Une partie de moi voulait partir sans un mot. Mais ce que je ressentais là, dans un couloir de tribunal avec mon nom légal rétabli et mon vrai père à mes côtés, n'était pas de la rage. C'était de la clarté. J'espère que tu découvriras qui tu es sans son argent, Marine, ai-je dit. Je l'espère vraiment, mais c'est ton chemin, pas le mien. Elle a hoché la tête une fois, et j'ai vu quelque chose passer sur son visage. Pas de la culpabilité exactement, mais le début de celle-ci, la fissure avant la rupture. Marguerite a touché mon bras légèrement. Richard tenait la porte ouverte. J'ai marché vers eux et je ne me suis pas retournée. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que pour la première fois j'avais un endroit vers lequel marcher au lieu de simplement m'enfuir. Gérard se tenait au bas des marches du tribunal. Il semblait diminuer. Pas physiquement. C'était toujours un homme imposant, large d'épaules, mais quelque chose dans sa structure avait cédé. Sa cravate était desserrée. Sa veste de costume était déboutonnée. Dominique était assise dans leur voiture au bord du trottoir, le front contre le volant, le moteur tournant. J'étais à mi-chemin des marches quand il l'a dit. Le nom qu'il m'avait assigné il y a 21 ans, le nom qu'une juge venait de rayer des registres. Camille, je me suis arrêtée, retournée. Il me regardait comme il l'avait toujours fait, comme si j'étais quelque chose qu'il possédait et dont il ne pouvait pas tout à fait déterminer la valeur. Mais maintenant il y avait quelque chose d'autre en dessous. Quelque chose qui aurait pu être de la peur si Gérard Lefebvre était le genre d'homme qui admet avoir peur. Après tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-il dit après 18 ans sous mon toit, voilà comment tu me remercies. Je me tenais sur les marches dans mon blazer marine avec le soleil d'octobre sur mes épaules. Et j'ai ressenti pour la première fois tout le poids de ce qu'il venait de dire. Pas de la colère, de la reconnaissance. Parce que même maintenant, même avec la décision de la juge résonnant encore dans l'air, même avec un rapport médico-légal prouvant qu'il avait falsifié la signature d'un homme pour voler sa fille, Gérard Lefebvre croyait qu'on lui devait quelque chose. Mon nom est Clara, ai-je dit. Et vous n'avez rien fait pour moi. Vous m'avez tout fait subir, et maintenant c'est fini. Je me suis détournée et j'ai descendu les dernières marches. Richard attendait près de l'escalade, portière ouverte. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Il tenait juste la porte de la façon dont on tient une porte pour quelqu'un qu'on a attendu 18 ans pour le faire. Je suis montée, la porte s'est fermée, et la dernière chose que j'ai vue à travers la vitre teintée a été Gérard Lefebvre debout, seul sur les marches du tribunal, veste de costume ouverte, regardant son investissement s'éloigner. 6 mois plus tard, voilà où j'en suis maintenant. Je vis à Lyon, pas dans la maison avec la porte rouge, bien que Richard l'ait proposé. J'ai un appartement dans le centre-ville, un studio avec de grandes fenêtres qui laissent entrer tellement de lumière matinale. Parfois, je reste juste là 1 minute avant de commencer ma journée. Les fenêtres ont été la première chose que j'ai cherchée quand je cherchais un appartement. J'ai passé 18 ans dans une pièce sans fenêtre. Maintenant, j'ai besoin de voir le ciel quand je me réveille. Je prépare mes examens. Je suis aussi inscrite dans un programme culinaire dans une école hôtelière, ce qui est ironique, je le sais. Gérard m'a fait préparer chaque repas pendant 18 ans et maintenant je le choisis. Mais c'est là la différence, n'est-ce pas? Entre quelque chose que l'on vous impose et quelque chose que vous décidez de faire. Les ingrédients sont les mêmes. Le sens est complètement différent. Richard et moi dînons tous les dimanches. Il n'est pas un grand cuisinier. Sa spécialité est le saumon trop cuit et le pain à l'ail légèrement brûlé, mais il le fait lui-même. Et il dresse la table pour 2. Et il me pose des questions sur ma semaine et écoute la réponse. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a des silences gênants. Il y a des moments où aucun de nous ne sait quoi dire parce qu'on ne peut pas rattraper 18 années volées autour d'un saumon. Mais il est là chaque dimanche sans faute. Quant aux Lefebvre, Gérard et Dominique attendent leur procès. Falsification, fraude, négligence envers un enfant. La maison de Saint-Cloud est lourdement hypothéquée pour couvrir le remboursement de la restitution.
Gérard a été contraint de démissionner de toutes ses fonctions associatives et paroissiales. Il n'est pas parti sans faire de bruit. Dominique, qui a coopéré à l'enquête, pourrait bénéficier d'une peine réduite. Marine a emménagé chez une tante et a trouvé un emploi dans un magasin de vêtements. Le premier emploi qu'elle ait jamais eu. Je vais en thérapie tous les jeudis. Une femme nommée Dr Torres, qui a un petit bureau avec une plante verte et ne me dit pas ce que je dois ressentir. Elle pose juste des questions et me laisse trouver mes propres réponses, ce qui, après 21 ans à s'entendre dire quoi penser, ressemble à l'apprentissage d'une nouvelle langue. La guérison ne se fait pas du jour au lendemain. Certains matins, je me réveille encore à 5 heures avec le cœur battant, listant mentalement des corvées qui n'existent plus. Mais ensuite, j'ouvre les rideaux et il y a le ciel et je me souviens d'où je suis. Je veux être clair sur quelque chose avant de partir. Cette histoire n'est pas une question de vengeance. Je sais qu'elle peut sembler ainsi. Le tribunal, la décision, l'ordre de restitution, les charges pénales, mais la vengeance signifierait que je voulais que Gérard souffre comme j'ai souffert, et ce n'est pas le cas. Je veux qu'il soit tenu responsable. Ce sont deux choses différentes. La vengeance est un feu que l'on allume en espérant qu'il brûle quelqu'un d'autre. La responsabilité, c'est juste allumer les lumières pour que tout le monde puisse voir ce qui était déjà là. Si vous êtes dans une famille où vous êtes toléré au lieu d'être aimé, où votre présence est endurée, pas valorisée, où l'on vous a appris que la gratitude signifie le silence et que l'obéissance signifie la survie. Je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas le problème. Vous n'avez jamais été le problème. Les gens qui vous ont fait sentir comme un fardeau portaient leurs propres dettes et ils ont mis le poids sur vous parce que vous étiez assez petite pour l'accepter. Vous méritez de connaître votre propre nom. La famille n'est pas une paperasse. Ce n'est pas un décret de tribunal ou un dossier d'adoption ou une signature falsifiée ou non. La famille, c'est la personne qui s'assoit avec vous pendant que vous apprenez à faire confiance à nouveau. La personne qui dit bien sûr quand vous demandez une preuve au lieu de la foi. La personne qui tient la porte et ne vous demande pas d'en être reconnaissante. Dimanche dernier, Richard et moi étions assis sur le porche du pavillon dans ce quartier tranquille. Celui avec la porte rouge. Il buvait son café. Je lisais. Aucun de nous ne parlait et c'était le silence le plus confortable que j'ai jamais connu. À un moment donné, il a levé les yeux et a dit « Je suis content que tu sois là ». Et j'ai dit « Moi aussi ». Mon nom est Clara Beaumont et pour la première fois de ma vie, je sais exactement qui je suis. Cette histoire nous plonge au cœur des sombres mécanismes de l'emprise et de la trahison familiale. À travers le parcours de Clara, nous découvrons que la vérité possède une force de démantèlement incroyable, capable de briser des années de silence et de manipulations administratives. Ce récit met en lumière la résilience d'une jeune femme qui, malgré une enfance volée et une identité effacée, trouve le courage de dire non et de réclamer ce qui lui revient de droit, son nom et son histoire. Le contraste entre le monde superficiel et autoritaire de Gérard et la quête sincère de Richard souligne que la véritable famille ne se définit pas par des documents légaux, mais par la présence, l'écoute et le respect de l'autre. C'est une leçon poignante sur la différence entre être un fardeau pour ceux qui nous exploitent et être une personne de valeur pour ceux qui nous aiment vraiment. La fin du récit n'est pas seulement une victoire juridique, c'est une renaissance émotionnelle qui rappelle que l'on peut toujours reconstruire sa vie sur des bases de vérité, même après avoir passé des décennies dans l'ombre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que le pardon soit possible dans une situation de trahison aussi profonde, où la justice est-elle la seule voie vers la guérison ?